Et je me tourne alors vers mon voisin, Aurélien Dumont. Avant d'entendre votre petite présentation sur cette question de la consommation demain, donc pour le coup, vous vous projetez dans l'avenir, en tout cas dans un avenir qui serait, selon vous, un peu plus souhaitable. Un mot par rapport à ce qui vient de nous être dit. Je rappelle que vous êtes donc vous travaillez dans l'association Zero Waste France, donc qui travaille à réduire et à permettre de réduire au maximum les déchets que nous produisons. Est-ce que ça vous donne envie de baisser les bras, ce qu'on vient d'entendre, qui est une réalité, hélas, un peu froide, mais sans appel. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme effort, si finalement on a... la bourgeoisie occidentale, pour reprendre le terme d'Anthony Galuzzo, ne représente qu'une part infime des consommateurs et peut-être une part qui va être de plus en plus petite par rapport à ce grand gâteau, pour reprendre là encore les mots d'Anthony Galuzzo. Oui, c'est vrai que l'enjeu est assez grand, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans la présentation d'Anthony, c'est la partie sur le fait qu'à l'origine on dissocie en fait la consommation, l'objet qu'on a face à nous, mais tout ce que ça a nécessité derrière, avec l'exemple du cochon et de la charcuterie aujourd'hui, notamment grande surface. Et en fait, ce problème-là se pose pour tous les objets du quotidien. Et ouvrir les yeux dessus, en fait, ça va permettre de se rendre compte du vrai impact de notre consommation. Et de commencer à se poser des questions sur cette consommation justement. Et je pense que c'est par là que la première étincelle se fait en fait, et que ça fait un effet domino derrière qui va enclencher tout un tas de changements en termes d'action de consommation individuelle mais aussi collective. Et alors, je me permets de continuer un tout petit peu là-dessus pour bien préciser, parce que c'est une question qui avait été posée lors de la première petite leçon de ville de cette saison. Donc, l'intitulé, c'était « Comprendre pour tout changer ». Et l'enjeu était, à travers cette première soirée, de dresser un état des lieux, de comprendre un petit peu quel était l'état actuel de notre planète, des crises que nous traversons, et donc, d'une certaine manière, pourquoi et comment, dans les grandes lignes, est-ce que nous devons ou nous avons envie de nous mobiliser. Et nous avions un membre de l'association du mouvement des colibris qui lui mettait vraiment en lien cette action à une échelle très très locale, voire même cette intention d'action avec une action beaucoup plus large, mais qui elle devait se jouer du côté des politiques, des territoires, enfin à des échelles beaucoup plus larges. Comment est-ce que vous faites le lien dans le cadre de Zero Waste France entre des actions que vous invitez les consommateurs à avoir certaines actions d'achat et de consommation et de gestion des déchets. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ça et des échelles beaucoup plus larges à l'adresse des décideurs politiques? Ouais, donc nous au niveau de l'association, effectivement, on va porter différents messages. Il y a cette partie consommation individuelle et action individuelle qui est nécessaire mais malheureusement pas suffisante, et c'est pour ça qu'il faut aussi agir à d'autres niveaux, que ce soit au niveau de la réglementation par exemple, en développant des nouvelles réglementations plus contraignantes pour la gestion des déchets, la réduction à la source. On a beaucoup travaillé par exemple sur la loi anti-gaspillage, qui est une loi qui a été promue en février et qui permet des grands changements sur notamment les objets jetables en plastique ou ce genre de produits qui sont en fait des non-sens écologiques et qui sont parfaitement remplaçables par des objets réutilisables. Ça passe aussi par de la sensibilisation auprès des territoires. Donc on a un programme territoire pour aller rencontrer les élus, les collectivités locales. Donc, en fait, c'est vraiment un travail qui se fait à tous les niveaux. Et alors, pardon, tous les niveaux, et pour reprendre là encore le témoignage à l'instant d'Anthony Galuzzo, alors et comment est-ce qu'on élargit encore un petit peu l'échelle pour en venir à des enjeux internationaux cette fois? Et bah, après, c'est une histoire de coordination en fait, entre différentes associations. Nous, effectivement, Zero Waste France, on agit à l'échelle plutôt nationale, mais on travaille en collaboration avec beaucoup d'autres réseaux, qui soient européens ou internationaux, sur des sujets, par exemple sur le plastique. Il y a une grosse coalition qui s'appelle Break Free from Plastic, qui fait énormément d'actions au niveau international. Et chaque pays en fait, vient contribuer à son niveau, de par ses retours d'expérience ou ses actions, à ce niveau international. Donc il y a un travail en fait de regroupement, on va dire, de toutes ces associations et de coordination pour que ce soit un mouvement d'ampleur internationale et qu'effectivement on ne reste pas cantonné dans notre petit giron. Je vous laisse la main et je vous invite à garder la parole, Aurélien Dumont. Vous pouvez changer les diapositives par ici directement ou voilà. Ok, moi je veux bien utiliser ça. Avec cette télécommande, ça marche très bien aussi. Donc, avec la flèche du bas, voilà. Votre témoignage. Donc, quel consommateur pour demain? Ok, donc je ne vais pas me représenter, on a un petit peu fait le tour de la question. L'idée, c'était d'essayer de comprendre quel est l'enjeu pour le consommateur de demain et vers quoi il doit tendre.
Et pour ça, je voulais refaire un rapide petit panorama de la situation dans laquelle on est un petit état des lieux, même si ça a déjà dû être fait dans la session précédente, mais si les personnes n'ont pas assisté, ça permettra d'avoir quelques éléments de contexte. Donc aujourd'hui, en termes de déchets, de quantité de déchets produits, en moyenne, un Français produit par an environ 570 kg de déchets, qui se répartit entre des déchets qui vont en déchetterie, mais la plus grande partie, environ 350 kg, restent les déchets qui sont dans nos poubelles directement, que ce soit dans notre poubelle, ce qu'on appelle OMR, donc ordures ménagères résiduelles, c'est la poubelle bleue ou grise en fonction des villes, mais c'est la poubelle qui va finir de toute façon en incinérateur et qui ne sera pas recyclée. L'autre partie étant bien sûr la partie recyclée, donc la poubelle jaune avec le papier, le carton, le plastique qu'on est pour partie capable de recycler aujourd'hui. Et si on zoome un petit peu sur ces 350 kg, on se rend compte qu'on a environ un tiers qui est composé de biodéchets. Donc c'est des matières organiques en fait, donc ça va être des restes alimentaires, des épluchures, tout ce qui est organique et qui peut être composté et qui peut vraiment être valorisé pour le coup. Un autre tiers qui va être des emballages de différents matériaux, que ce soit du plastique, du carton, du verre ou du métal, en partie recyclables, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont que des produits à usage unique et qui donc pourraient être évités en tout cas. Donc un tiers de 350 kg par an, ça fait quand même une belle quantité sur laquelle on peut travailler. Et donc derrière, c'est la question qui se pose, c'est ces 350 kilos, qu'est-ce que ça devient en réalité en fait, comment c'est traité une fois que je l'ai mis dans la poubelle, où est-ce que ça finit. Il y a 4 grands débouchés, le principal étant l'incinération, suivi de près par la décharge et le recyclage, et enfin le compostage. Et si on regarde un petit peu derrière ces éléments-là, qu'est-ce qui se cache? En fait, pour l'incinération, on pourrait croire que ça va être une solution un peu magique de se dire on va brûler les déchets et ça part en fumée littéralement. En réalité, c'est plus compliqué que ça dans le sens où l'incinération des produits, enfin des déchets, génère énormément de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres matières toxiques qui sont filtrées en partie par des filtres, mais qui déclenchent quand même, enfin qui entraînent quand même des résidus qu'il faut traiter derrière. Et qui sont pour le coup très toxiques et plus compliqués à gérer que les déchets qu'on avait à la base, en moindre quantité, mais c'est des choses qui vont devoir être entreposées dans des mines de sel en Allemagne ou traitées dans des centres spéciaux en Europe. Et on a, au-delà de ces résidus de fumée, ce qu'on appelle des mâches-fer, qui sont en fait les cendres issues de la combustion, qui ne sont pas négligeables parce que pour une tonne de déchets incinérés, on se retrouve avec entre 200 et 250 kilos de cendres toxiques à gérer. Donc c'est loin d'être une solution magique qui fait tout disparaître. On a toujours des résidus et pour le coup toxiques à traiter derrière. Et l'incinération, c'est également un engagement à long terme. C'est des infrastructures très lourdes, coûteuses à mettre en place, qui demandent de l'entretien et qui, une fois qu'on s'est engagé sur cette voie-là, c'est pour plusieurs années. À côté de ça, on a donc les décharges. Une décharge, tout le monde voit théoriquement ce que c'est, mais il faut bien se le représenter. En fait, c'est on creuse un trou dans la terre, on met les déchets, on rebouche et on n'en parle plus. Sauf que derrière, évidemment, ça entraîne des pollutions sur des dizaines et des dizaines d'années, que ce soit au niveau de la terre ou de l'eau avec les liquides qui vont se former. Et également la création de gaz à effet de serre, principalement du méthane, qui est un gaz très très néfaste, beaucoup plus que le CO2. Voilà, la décharge est également pas une solution qu'on peut considérer satisfaisante pour le traitement des déchets. Ensuite vient le recyclage, j'y reviendrai juste après, qui évidemment est une partie de la solution, mais qui ne doit absolument pas être considéré comme la solution au traitement des déchets. Et le compostage qui lui pour le coup est vraiment l'exemple type d'une économie circulaire et parfaitement vertueuse de se dire que le déchet une fois composté et traité naturellement par des organismes et des bactéries va créer un terreau qui va pouvoir aider à l'agriculture
Donc c'est vraiment le meilleur exemple en fait d'une gestion des déchets et idéalement tout devrait être comme ça. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, c'est vraiment sur le recyclage, effectivement, on en a beaucoup parlé, alors, mais tout le reste, on le découvre là avec grand plaisir, mais c'est vrai que ça dépend du recyclage. Voilà, si vous nous regardez et que vous avez envie d'en savoir plus sur ça dépend, je vous invite vraiment à revoir la petite leçon de ville du mois dernier, donc avec Flore Berlingen, ex- directrice de Zero Waste France, qui a sorti un livre justement sur cette question et qui a pu nous l'exposer pendant un petit moment. Ouais, j'imagine. Juste pour très rappel, j'avais juste mis en exergue en fait certains points en se disant que en fonction des matières, en fait, le recyclage ne va pas du tout avoir le même impact. Certes, pour le métal et le verre, le recyclage peut être fait de nombreuses fois, mais le problème c'est que ça va consommer énormément d'énergie par rapport à utiliser un contenant réutilisable. Tout bêtement, si on utilisait tous des bouteilles de bière consignées, on les nettoierait, on n'aura pas besoin de les brûler, plus les refondre, plus ensuite les reformer pour que ça redevienne exactement le même objet. Donc il y a quand même une déperdition d'énergie qui est dommage, et d'eau bien sûr. Sur la partie carton et le plastique, on parle souvent de recyclage, mais c'est du décyclage en réalité, c'est-à-dire qu'on a un nombre limité de capacités à recycler. À chaque fois, la qualité va être inférieure au cycle précédent. Donc on part pas d'une bouteille pour avoir une nouvelle bouteille, mais ce sera à chaque fois plus de plastique vierge qui doit être réintégré. Donc ça reste pas une solution viable, et la majorité des plastiques ne sont pas encore recyclables. Pour tous les autres produits, évidemment, il y a encore énormément de matériaux pour lesquels on n'a tout simplement pas de solution de recyclage. Et pour finir sur cette petite perspective sur les déchets, et c'est là où l'intervention d'Anthony était très intéressante sur le fait qu'on a parfois tendance à décorréler l'objet qu'on a dans les mains de ce que ça a nécessité pour sa production. Je vous ai remis quelques chiffres que je trouve assez éloquents. Sur la partie textile, Isabelle et Aurélia vous en parleront beaucoup, j'imagine, mais pour avoir un jean, au final, c'est une quantité de matière qui est assez énorme. Ça va être plus de 30 kg de matière première, énormément, des milliers de litres d'eau nécessaires à la production du coton et ensuite à la fabrication. Sans parler des rejets qu'il peut y avoir d'éléments toxiques lors de la fabrication sur des usines qui ne respecteraient pas des normes environnementales. Donc ça a un vrai coût. Le jean, pas uniquement le poids du jean qu'on a dans la main, mais il y a toute une matière derrière qui a un réel impact. Pardon, et juste pour bien préciser, aussi bien sur le jean, mais peut-être plus largement la brosse à dents, l'ordinateur ou la bague, c'est quoi ces matières premières pour une brosse à dents, 1,5 kg de matière première? Ouais, c'est tout ce qui elle pèse pas 1,5 kg notre brosse à dents, on est bien d'accord? Tous les matériaux qui rentrent dans le cycle de fabrication, en fait, ça prend en compte l'excavation des matières premières, toute la matière qu'il y a derrière. Et c'est très parlant pour tout ce qui est électronique, en fait. Sur les composants, enfin les produits électroniques nécessitent des composants et des matériaux très rares, les métaux rares, les terres rares, qui elles nécessitent d'être excavées dans des grandes mines en Afrique ou en Asie. Et du coup, c'est autant de matières qui sont détruites ou utilisées simplement pour finir avec quelques microgrammes de silicium ou de telle ou telle terre rare. Donc c'est vraiment, si on regarde toute la chaîne en fait, et tout le panorama de ce qu'il y a derrière, c'est bien plus qu'un simple ordinateur qui a été nécessaire. Et garder en tête que voilà, tout ce processus de fabrication en fait et de production a un impact majoritaire en fait dans l'impact écologique du produit qu'on a in fine. Sur le Shift Project avait fait une analyse en disant que la plupart des produits électroniques qu'on a, que ce soit nos smartphones ou nos ordinateurs, en réalité, la phase d'utilisation correspond à 5 ou 10% de l'impact écologique versus la fabrication, la production, le transport. Donc c'est voilà, et je vais y venir après, mais plus on garde ces objets longtemps en fait, et plus on a un vrai impact, quoi. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça et qu'on a bien compris que les déchets finaux posent un problème tant par leur traitement que les ressources qui ont été nécessaires en amont pour leur fabrication, la solution que chez Zero Waste France on va avoir tendance à prôner, c'est le zéro déchet. En fait, c'est la réduction à la source à tout prix qui fait que on va réduire la création de nouveaux objets. Et dans cette démarche zéro déchet, il y a une petite... les 5 R, c'est le déroulé classique, on va dire, pour aborder les différents points et les moyens d'agir
notamment à l'échelle individuelle, pour commencer à rentrer dans cette démarche et prendre des réflexes. Le premier, c'est de refuser en fait. Ce qu'on n'a plus forcément l'habitude de faire. On a pris des réflexes d'accepter des choses qu'on nous donne parce que c'est gratuit ou parce que ça fait partie d'un lot, alors qu'on n'en a pas besoin. Je pense par exemple les menus dans les formules midi quand on va à la boulangerie et qu'il y a une boisson comprise dedans et qu'on va la prendre par défaut alors qu'on a de l'eau au bureau ou là où on va manger, mais on va prendre une bouteille en plastique parce qu'elle a été comprise dans le menu et en fait on n'en a pas besoin vu qu'on a déjà l'eau à disposition. Ça peut être également les publicités qu'on va recevoir dans la boîte aux lettres. On reçoit énormément de publicités qu'on ne veut pas forcément. Donc juste mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres, ça permet d'éviter l'équivalent de 30 kilos de publicité par an dans sa boîte aux lettres. Juste des choses qu'on ne voulait pas et qui 90% du temps on va les récupérer et vont directement finir dans la poubelle. Donc voilà, il y a plein de réflexes à ce niveau-là, de toutes petites actions à apprendre. Et déjà se dire, voilà, est-ce que j'en ai besoin? Et si on me le propose et que c'est gratuit, est-ce qu'il faut vraiment que je le prenne par défaut en fait? Parce que j'en ai pas forcément besoin. Et au-delà de cette partie pratique, il y a aussi un peu le fait de refuser l'obsolescence marketing, c'est-à-dire ce qu'on a tendance à nous dire de votre ordinateur il a déjà 2 ans mais il y a un nouveau modèle qui est beaucoup mieux donc en fait il est has-been et il faut en acheter un nouveau, pareil pour vos téléphones. Donc tous ces procédés marketing qui nous incitent à changer alors qu'en réalité nos objets fonctionnent encore ou s'ils fonctionnent moins bien ils pourraient être réparés ou améliorés. Donc cette notion de refuser, c'est commencer à remettre en question en fait ce qu'on a intégré au fur et à mesure de normal en se disant oui ça fait partie de la chose et il faut avancer coûte que coûte quoi. Et du coup, une fois qu'on a commencé à prendre ce réflexe-là, on peut réduire, c'est-à-dire qu'au-delà de refuser ce qu'on nous propose, c'est commencer à s'interroger nous-mêmes sur quand ça part de nous, de notre envie ou notre besoin. Donc, commencer à se poser des questions, se demander si, tiens, j'ai envie de m'acheter tel ou tel objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste une envie? Si c'est vraiment une envie, en quoi elle va me satisfaire et commencer à faire un peu le ratio de ok, je vais avoir cet objet, mais qu'est-ce que ça me procure au final? Si j'en ai vraiment besoin, c'est commencer à chercher des solutions. Est-ce que j'en ai besoin une seule fois? Donc, est-ce que ça vaut le coup que je l'achète et que du coup, les exemples classiques, ça va être les perceuses ou les outils de bricolage, des choses qu'on va acheter et qu'on va utiliser 2 fois parce qu'on a besoin de clouer un cadre et puis ensuite on va plus s'en servir. Ce genre de choses qu'on peut emprunter ou louer. Donc, commencer à réfléchir à des alternatives à l'achat automatique d'objets neufs. Et si on ne peut pas l'emprunter, si on ne peut pas le louer, c'est des choses dont on a besoin régulièrement, pensez à l'achat d'occasion par exemple pour éviter d'acheter un objet neuf. Si on a déjà potentiellement un objet qui peut faire l'affaire mais qui ne marche plus, le réparer. Donc c'est commencer à réfléchir à ces alternatives-là et réduire, ça peut aussi évidemment englober la partie de gaspillage alimentaire qui fait partie aussi des luttes qu'on peut avoir de ne pas acheter beaucoup parce qu'il y a des lots énormes et au final on va en acheter les 3/4. C'est acheter la juste quantité en fait pour ne pas gâcher des produits bêtement. Ensuite sur la partie réutilisée, donc là en fait l'idée c'est de commencer, comme je le disais juste avant, mais une étape encore d'après, de rallonger la durée de vie des produits. C'est des réflexes qu'on a un peu perdus. Pareil, on a un objet qui ne marche plus, on le jette, on va acheter le même neuf. Mais c'est commencer à avoir la logique de se dire il ne marche plus et est-ce que je ne peux pas le réparer? Il y a un réseau de réparateurs énorme qui est référencé par l'ADEME avec 70 000 réparateurs en France, donc il y en a forcément pas très loin de chez vous, qui permet de réparer facilement ces objets. Souvent, ça va être une toute petite pièce à chaque. Référencé par l'ADEME, on le trouve sur le site web de l'ADEME. Ouais, adem.fr, j'imagine. ADEME, pardon, oui, .fr. Oui. Ouais, tout à fait. Qui recense tous ces réparateurs pour justement redynamiser ce secteur qui a été laissé à l'abandon par la surconsommation d'acheter neuf. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et d'ailleurs, dans la loi anti-gaspillage dont je parlais tout à l'heure, une des mesures, c'est potentiellement de rajouter des indices de réparabilité sur des appareils électroménagers, par exemple, pour que les gens aient ce réflexe-là et que ça puisse même être pris en compte au moment de l'achat d'un produit.
Le quatrième point, c'est rendre à la terre. Donc là, pour le coup, on parle vraiment du compostage, en fait. Donc c'est le tiers dont je parlais en début des biodéchets, donc les matières organiques qui finissent dans nos poubelles et qui finissent incinérées au final. Donc c'est quand même dommage que les matières organiques étant principalement composées d'eau, on va brûler de l'eau en incinérateur, ce qui est un peu une hérésie. Donc plutôt que ça, l'idée, c'est de composter. Et j'en parle juste après, mais il y a des solutions à tous les niveaux, qu'on soit en appartement, en ville, en campagne, pour pouvoir valoriser cette matière plutôt que de la finir en décharge. Et là encore, enfin, de toute façon, on aura tout au long de cette année, hein, sur ce 10e cycle, des petites leçons de ville et vraiment une grande continuité. Mais je renvoie aussi au mois dernier, ici même, où on a beaucoup parlé du compostage. On avait un maître composteur qui nous a fait vraiment toute une grande leçon de compostage, du lombricompost au compost d'appartement en passant par les composts collectifs. Voilà, je vous invite là encore à retrouver la vidéo sur le site web du CAUE de Paris. Vous savez déjà tout alors. Exactement, au moins. Et donc en dernier lieu, ça va être le recyclage qui, comme je le disais, ne doit pas être vu comme une solution à tout prix. C'est nécessaire, évidemment. Si on peut recycler des produits, c'est toujours mieux que ça finisse en décharge. Mais la priorité doit vraiment être la réduction à la source des objets qu'on a. Ensuite, je vous propose quelques petits conseils par lieu, très pratico-pratiques, pour commencer à se lancer dans cette démarche. Du coup, au niveau de la cuisine, ça peut être tout simplement de commencer à acheter en vrac. C'est de plus en plus facile. Dans des villes, il y a des dizaines d'enseignes qui permettent de le faire maintenant. Il y a même des enseignes spécialisées comme Day by Day. Donc ça permet de venir avec son propre contenant, d'acheter le juste poids pour éviter le gaspillage et du coup de ne pas utiliser d'emballage jetable à plastique à usage unique ou d'emballage. Donc le compostage des déchets organiques, donc vous l'avez dit, il y a eu pas mal d'éléments, mais qu'on soit en ville ou à la campagne, il y a des solutions qui permettent de le faire et même pour des familles de 4 personnes, un lombricomposteur peut parfaitement suffire pour réduire drastiquement ces déchets, donc il ne faut pas hésiter. Sur la partie vraiment gaspillage alimentaire, il y a des applications qui sont pas mal développées ces dernières années, qui sont maintenant vraiment connues comme Too Good To Go ou Phoenix, qui permettent d'éviter que les produits qui arrivent enfin la limite de la date de péremption soient jetés. Il y a pas mal de magasins qui font des offres aussi avec des réductions, ce genre de choses, donc ne pas hésiter à en profiter, c'est intéressant économiquement et ça permet d'éviter du gaspillage. Et alors ça, pareil, boire l'eau du robinet, ça paraît assez évident, mais c'est encore il y a encore beaucoup d'achats de bouteilles d'eau en plastique, alors que... À tort, parce que c'est vrai qu'on entend aussi souvent une crainte, parfois, ça peut paraître étonnant, mais on entend aussi de pas mal de personnes une crainte de l'eau du robinet. En termes de santé, vous voulez notamment, dire ? Ouais, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties ces derniers temps, et notamment sur les bouteilles. Alors pour le coup, avant, on avait tendance à vouloir démontrer le fait que l'eau du robinet est bonne, et maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt l'eau du plastique, l'eau dans la bouteille en plastique qui est montrée du doigt, avec des microplastiques qui peuvent être facilement générés si les conditions de stockage sont pas très bonnes, ou ce genre de choses. Donc, les études montrent vraiment que l'eau du robinet en France est largement potable sans aucun problème partout, donc il n'y a aucun risque sanitaire et le risque est plutôt en train de se déporter sur de l'eau en plastique si elle n'a pas été bien stockée ou transportée. Donc d'un point de vue sanitaire, il n'y a aucun problème et d'un point de vue écologique, il n'y a pas photo pour le coup. Je me permets juste de relayer une question qui nous arrive là depuis les commentaires et qui a un petit peu sa réponse là-dedans. On nous demande si on peut consommer autrement quand on a peu de moyens financiers. C'est sûr que ça peut avoir aussi un coût, cette consommation autre. Maintenant, je pensais justement quand vous montrez ces applications Too Good To Go, Phoenix, c'est aussi des manières de payer moins cher ces achats. Et je pense qu'on va le voir tout à l'heure avec la question de la mode, où c'est aussi une consommation autre qui permet de faire des économies. Voilà. Bien sûr. Et les marchés aussi sont des excellents moyens d'acheter en vrac et d'avoir des prix imbattables par rapport même à de la grande distribution ou ce genre de choses. Donc il y a effectivement, c'est vrai quand on parle de Biocop ou de Day by Day, ça peut potentiellement être des budgets supérieurs, mais il y a aussi des alternatives comme les marchés, comme les applications qui permettent vraiment d'avoir clairement des prix moins élevés qu'habituellement. Et pardon, malgré le fait et les AMAP. Les AMAP, tout à fait. Ouais. Oui, après, effectivement, que ce soit en ville ou même à la campagne, si on peut directement acheter auprès d'un producteur sans passer par la masse, c'est idéal. Moi, je suis à Paris, j'ai une AMAP
Alors, Oui. dans le micro, bien qu'on vous entende, mais effectivement, oui, c'est de dire que voilà, à la ville, à la campagne, on peut avoir ces solutions, les AMAP, les associations. Pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ouais, Voilà. tout à fait. Et pardon, parce que du coup, moi, je crée des interruptions, mais du coup, on commence à être assez en retard. Alors, excusez-moi, Ouais, pardon. j'espère. Avançons. Du coup, sur la partie salle de bain, c'est assez facile de se débarrasser de pas mal de produits qui sont emballés via des cosmétiques solides, que ce soit le savon, le shampoing, le dentifrice, le déodorant, tous ces produits en fait sont disponibles en solide. Donc ne pas hésiter à se diriger vers ces produits-là qui permettent une fois de plus de réduire drastiquement la quantité de plastique à usage unique. Et d'une manière plus large, de dire stop au jetable en fait sur pas mal d'aspects, que ce soit sur l'hygiène féminine, sur la coupe menstruelle qui permet de remplacer les tampons, des serviettes en tissu qui permettent de remplacer des serviettes jetables, sans parler une fois de plus de l'impact que peuvent avoir sur la santé ces types de produits jetables. Il y a pas mal d'alternatives. Pour la partie bébé, il y a les couches lavables ou les lingettes lavables qui sont des réflexes à prendre pour éviter tout ce qui est jetable. On pourrait avoir un débat d'une soirée entière, je crois, sur la question des couches lavables, ouais, mais bon, ça va peut-être venir en commentaire et sinon, avançons. Des cotons démaquillants, des rasoirs, enfin voilà, il y a plein d'objets en fait qu'on a par défaut dans la salle de bain qui sont jetables, qui existent en version non jetable et c'est une alternative qu'il faut intégrer pour diminuer une fois de plus ces emballages. Sur la partie ménage, très simplement, en fait, il y a beaucoup de produits qui sont très simples, qui sont disponibles en vrac dans des enseignes de vrac ou dans des biocopes, comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, qui permettent de remplacer beaucoup de produits ménagers avec des effets tout aussi efficaces, et qui permettent aussi de fabriquer soi-même potentiellement ces produits. Donc ne pas hésiter à se diriger vers ça. Dans l'exemple de la cuisine et de la vaisselle, les éponges qui sont très mauvaises pour l'environnement de par les cols qu'elles utilisent, c'est très peu recyclable et ça utilise beaucoup de ressources naturelles. Ça peut être facilement remplacé par des brosses qui, elles, où on change juste la tête, par exemple, et faites en bois, donc un matériau renouvelable. Sur la partie vêtements, je ne vais pas m'apesantir du coup parce que on a des spécialistes là. Beaucoup de choses à raconter. Du coup, je vais passer directement sur les autres objets. La logique est un peu la même, en fait, c'est de penser un petit peu différemment les achats. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, réfléchir à est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'ai pas déjà un objet qui pourrait faire l'affaire, qu'il faudrait réparer. Si j'ai besoin d'acheter, plutôt passer par de l'occasion ou du reconditionné. On a plein d'acteurs maintenant qui permettent de le faire, que ce soit historiquement Le Bon Coin, mais on a des back market, il y a les ressourceries, il y a Emmaüs France qui proposent tout un tas d'objets qui sont en plus garantis. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur et une fois de plus, on parlait du budget tout à l'heure. Pour le coup, on s'y retrouve vraiment au niveau du portefeuille sur ce type d'achat. Et puis une fois qu'on a ces objets, c'est changer son usage en le réparant, en l'entretenant et penser à louer ou emprunter en cas de besoin. Et entre deux diapos, pardon, parce qu'on a beaucoup de commentaires qui viennent. En fait, on a plein de commentaires là. C'était un peu timide au début, et là, ça arrive très fort. Et je pense juste à Arlette qui nous dit qu'elle tricote ses éponges. Voilà, ça peut être là encore une autre alternative qui n'était pas citée. Et sinon, par rapport aux AMAP, on a aussi, nous dit-on, c'est Seb qui nous parle des Jazap ou des Gazap, Jazap, j'imagine, en Belgique. Voilà. Ok. Très bien. Mais c'est vrai que oui, tricoter ces éponges, on a les tawashi qui peut être fait à partir de chutes de tissu en fait qui créent une éponge. Enfin, on fabrique une éponge en tricotant tout simplement et ça nous permet de réutiliser des vieux vêtements et de ne pas acheter de nouvelles éponges. Donc c'est une pierre de coups. Exactement. Voilà, pour finir rapidement, donc toutes ces actions individuelles, comme je le disais en introduction, elles sont clairement nécessaires. Je crois que c'est toi Aurélia qui le disait que acheter c'est voter en fait. Donc par ces actes d'achat, on favorise aussi le développement de certaines pratique. Le vrac, il y a quelques années, c'était très peu démocratisé. Aucune grande surface n'avait de rayon vrac. Aujourd'hui, il n'y a pas un supermarché sans un rayon vrac plus ou moins grand. Mais voilà, c'est en lançant ces éléments-là, ces pratiques-là et ces attentes-là de la part du consommateur que ça va se développer. Le fait de montrer l'exemple individuellement, ça convertit aussi autour de nous en générant des conversations, des discussions. Donc ça a un vrai effet boule de neige. Et donc l'action individuelle, c'est ça qui mène aussi vers l'action collective. Donc de par ce mouvement citoyen, ça remonte au niveau politique et au niveau sociétal tout simplement. Mais elles ne sont pas nécessaires, comme je le disais. Donc du coup, il y a aussi un travail à faire. Elles ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes, bien sûr. Et du coup, voilà, il y a aussi d'autres enjeux derrière qui sont de faire bouger la réglementation pour faciliter l'implémentation de ce genre de pratiques, avec notamment la loi anti-gaspillage dont je parlais, que tout le monde se mobilise. Nous, chez The Wise France, on a des groupes locaux dans toute la France qui nous permettent d'agir au niveau local et de faire remonter des besoins locaux au niveau d'un appartement, d'une région.
Donc il y a un vrai besoin de mobilisation collective, de structurer ces alternatives. Comme je le disais, il y a quelques années, le vrac était peu développé. On a initié la création du réseau VRAC qui fédère tous les acteurs du vrac pour le développement de cette pratique. On fait la même chose aujourd'hui avec le réseau consigne qui permet le retour de la consigne sur le verre pour les boissons. Donc voilà, c'est des choses qui ont besoin d'être structurées pour prouver leur viabilité économique, car aujourd'hui on ne peut pas y passer s'il n'y a pas de viabilité économique, et donc pour ça il y a un besoin de fédérer tous ces acteurs-là pour lancer le mouvement. Et puis enfin voilà, la formation des acteurs dont je parlais en début de session. Merci beaucoup, merci mille fois Aurélien Dumont et votre intervention qui a suscité beaucoup de témoignages. J'en lis quelques-uns et peut-être vous aurez une mini réaction avant qu'on passe effectivement à la suite de notre programme consacré à la mode et à l'habillement. C'est Raj notamment qui prolonge votre mot acheter c'est voter, vous nous disiez, et donc Raj qui cite apparemment Pierre Lamoureux pour dire consommer c'est voter, ne pas consommer c'est changer, c'est pas mal aussi. Et puis un mot également de Jacqueline qui nous parle. Oui, voilà, c'est Isabelle qui nous dit consciente de ces sujets, je viens de réparer mon lave-linge miel de 22 ans et cela m'a coûté 350 € pour remplacer 2 petites pièces mineures et 1 heure d'intervention. Alors, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle de se dire qu'un lave-linge de 22 ans, ça ne coûte que 350 € à changer, ou bien si on peut se dire que 350 €, c'est peut-être un peu risqué pour une réparation dont on ne sait pas le temps qu'elle va durer. Mais voilà, en tout cas, il y a des endroits, voilà, ces réparations sont possibles dans les magasins de lave-linge, évidemment, mais vous voulez nous parler aussi d'un réseau de réparateurs, vous disiez ? De l'ADEME, oui, tout à fait, qui recense en fait, tous les réparateurs, indépendants ou non de France. Donc, voilà, en cas de problème avec un objet électronique ou quoi, on peut facilement trouver un pour venir réparer nos produits. Et alors juste une dernière question, parce que c'est en lien avec ce que vous nous montriez à la toute fin entre les deux échelles de la mobilisation, l'échelle individuelle et l'échelle collective ou politique, on va dire. C'est Raj toujours qui nous demande si les conseils que vous donnez, est-ce qu'ils cherchent à réduire très concrètement la demande des consommateurs dans l'espoir de... enfin, plutôt, est-ce qu'ils cherchent ces conseils-là à réduire très concrètement notre consommation, ou bien c'est plutôt en montrant un changement de consommation, on peut faire évoluer les grands producteurs, les industries? J'ai envie de dire que c'est les deux en fait, c'est-à-dire que pour moi, pour Zero Waste France, même la démarche c'est d'une réduction de la consommation. Donc voilà, l'idée c'est quand même de se contenter de ce qui est nécessaire et de se débarrasser de tout ce qui est superflu. Et pour ça, en plus, l'idée c'est d'aller plus loin sur les démarches qui sont vertueuses ou positives pour l'environnement pour qu'elles se développent. Donc je parlais de la consigne par exemple. Ça implique pas de moins consommer de boissons, ça implique juste que le contenant il sera juste réutilisé et non pas en plastique et jeté, ou alors même en verre et refondu avec une débauche d'énergie et de ressources. Eh bien, écoutez, merci encore une fois Aurélien Dumont. Je rappelle que vous travaillez à l'association Zero Waste France.